Karl Marx. Ce nom, il évoque tout de suite des révolutions, des systèmes économiques, bref, des débats qui ont vraiment façonné le XXe siècle. Mais voilà, si on pense connaître Marx, son héritage est en réalité bien plus complexe, bien plus fracturé qu'on ne l'imagine. C'est un peu un labyrinthe intellectuel, et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Tenez, cette citation, elle vient de Marx lui-même. C'est quand même incroyable, non? C'est le point de départ de notre enquête. Comment est-ce que l'homme, dont le nom est devenu un isme, a pu en arriver à renier sa propre étiquette? C'est ce paradoxe central qu'on va essayer de démêler ensemble. Voilà donc la question qui va nous guider. Comment une œuvre si monumentale a-t-elle pu donner naissance à la fois à la social-démocratie, au léninisme ou même à l'anarcho-syndicalisme? Des courants qui, soyons clairs, se sont souvent combattus avec une haine féroce. La réponse est loin d'être simple, mais elle est absolument fascinante. Pour trouver les premières pistes, il faut revenir à la source, l'œuvre de Marx elle-même. Et c'est là que l'analyse de Jacques Ellul, qu'on va suivre ici, est éclairante. Pour lui, les graines de la division, elles n'ont pas été plantées après la mort de Marx, mais bien au cœur même de sa pensée. D'après Ellul, il y a 4 grandes failles dans l'œuvre de Marx qui ont ouvert la porte à une infinité d'interprétations. D'abord, elle est inachevée. Le fameux Capital s'arrête juste avant la définition cruciale des classes sociales. Un comble. Ensuite, elle est pleine de contradictions. Elle laisse aussi des questions essentielles en suspens. Et enfin, elle repose sur des idées de son époque, comme cette fois presque aveugle dans le progrès, sans jamais vraiment les questionner. Chacune de ces fissures est devenue un point de départ pour une nouvelle branche du marxisme. Et cette contradiction centrale, c'est peut-être la plus importante. D'un côté, on a le Marx penseur critique, celui qui analyse l'histoire telle qu'elle est vécue, et de l'autre, on a le Marx bâtisseur de système, qui propose une vision presque religieuse de l'histoire, avec ses lois inéluctables. Du coup, ses successeurs n'avaient plus qu'à choisir leur camp. Soit on suit la méthode critique, quitte à contredire les conclusions de Marx, soit on s'en tient au système, quitte à le transformer en dogme. Ok, maintenant, passons à la deuxième partie de notre enquête. Parce que si la pensée de Marx avait ses propres contradictions, l'histoire, elle, s'est chargée d'en rajouter une bonne couche. Forcément, le monde de 1900 ou de 1950 n'était plus du tout celui de 1860. Et le marxisme a dû s'adapter ou se briser. Cette frise, elle nous montre 3 chocs majeurs. D'abord, à la fin du 19e, surprise, le capitalisme ne s'effondre pas comme prévu. Au contraire, il apprend à gérer ses crises. Premier accroc. Puis, en 1917, la révolution russe impose une version du marxisme, celle de Lénine, comme la seule qui a réussi. Et enfin, après la Seconde Guerre mondiale, l'automatisation et la société technicienne bouleversent complètement le monde du travail que Marx avait connu. Et cette liste, elle est vraiment cruciale. Elle détaille tout ce que Marx ne pouvait pas prévoir. L'émergence du tiers-monde, l'élévation du niveau de vie des ouvriers en Occident, l'apparition de cette fameuse classe de cadres, la puissance tenace du nationalisme, tous ces phénomènes rendaient une application rigide, au pied de la lettre du marxisme de plus en plus difficile à tenir. Chaque nouvelle réalité forçait une nouvelle interprétation. Et il faut vraiment insister là-dessus. La Révolution d'octobre, ce n'était pas juste un événement politique, c'était aussi un événement théorique. Pour des millions de militants dans le monde entier, la version de Lénine, puis celle de Staline, n'était plus une interprétation parmi d'autres. Non, c'était la bonne interprétation, celle qui avait été validée par la victoire. Toute autre lecture devenait donc suspecte, voire carrément hérétique. Alors, voyons maintenant comment ces fissures internes et ces pressions externes ont donné naissance à des saveurs nationales très distinctes du marxisme. Parce que malgré l'internationalisme de façade, la pensée de Marx a été reçue et transformée très différemment dans chaque culture. Ce tableau y résume parfaitement ces tendances. Le marxisme français, qui hérite d'une longue tradition de socialisme humaniste, s'est surtout intéressé à l'application pratique, au comment on fait. Le marxisme allemand, lui, plus proche des racines philosophiques de Marx, s'est concentré sur la théorie pure, sur la justification. Quant au courant russe, il a développé un formalisme doctrinal total. Citer le bon passage de Marx suffisait à clore n'importe quel débat. Et pour bien comprendre à quel point cette fragmentation était profonde, prenons juste l'exemple français. Même à l'intérieur d'un seul pays, les contradictions héritées de Marx ont littéralement explosé en conflits intenses, avec des visions de la Révolution qui étaient aux antipodes les unes des autres. Le contraste entre Jean Jaurès et Georges Sorel est saisissant, alors que tous les deux se réclament de Marx. Pour Jaurès, la révolution, elle passe par l'État démocratique, par la réforme, pour atteindre un idéal de justice. Pour Sorel, c'est tout l'inverse. Il faut détruire l'État par la violence, avec comme outil la grève générale, pour forger une nouvelle morale prolétarienne. C'est l'exemple parfait qui montre comment, à partir d'une même source, on peut arriver à des conclusions radicalement, totalement opposées. Toute cette fragmentation nous amène logiquement à la question finale, la plus épineuse de toutes. S'il y a tant de marxismes différents, comment savoir qui est un vrai marxiste? Qui est dans l'orthodoxie et qui est un hérétique?
Jacques Ellul montre bien que tous les critères habituels sont insuffisants. Le premier, être validé par le parti. Ok, mais quel parti? Celui de Moscou, de Pékin, de La Havane? Le deuxième, adhérer aux idées clés. D'accord, mais qui décide quelles sont les idées clés et qui rédige le résumé? Le troisième, utiliser la méthode de Marx. Mais ironiquement, ça peut conduire à rejeter ses conclusions. Et enfin, le quatrième, adopter un style de vie communiste. Mais là, on valorise le comportement plus que la théorie. Bref, la question reste ouverte et elle est peut-être insoluble. Et c'est peut-être ça la clé de l'énigme. Une fois qu'une pensée est lancée dans le monde, qu'elle est adoptée, interprétée et adaptée par des millions de gens dans des contextes complètement différents, eh bien, elle échappe à son créateur. L'héritage de Marx est multiple et contradictoire, précisément parce que sa pensée a eu un impact aussi gigantesque. Elle est devenue une sorte de langage commun pour exprimer des espoirs et des luttes qui sont au final radicalement différents. Une question sur laquelle il est bon de réfléchir.